On associe systématiquement nos marchands à nos temps forts. Et à l'inverse, on leur ouvre même notre site et la visibilité quand ils ont des offres et des opérations intéressantes. Bonjour, je suis très heureux aujourd'hui de vous proposer ce nouvel épisode des Experts Marketplace. On va s'intéresser à une marque assez iconique du commerce en ligne français qui est Rue du Commerce. Et on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Guillaume Voiriot, qui est directeur de l'offre. Alors bonjour Guillaume. Bonjour Alexandre. Alors, on va suivre le fil habituel de notre podcast avec lequel vous êtes assez à l'aise. Guillaume, qu'on est très content d'avoir, va nous parler de la marque Rue du Commerce, de son positionnement et de ses évolutions. On se concentrera toujours sur les vendeurs, puisque comme on est sur des modèles marketplace, il y a de l'offre propre, mais il y a également des vendeurs tiers. Donc, c'est un sujet qui vous intéresse. On parlera bien sûr des acheteurs qui sont les clients, leur profil, et puis des sujets de transactions. Voilà, Guillaume, est-ce que cet ordre du jour te va? Très bien, allons-y. Alors, Rue du Commerce, ça a été créé en 1999, donc ça fait maintenant quelques années, par Gauthier Picard. Ça a été, comme je le dis, une marque innovante et un des pionniers du commerce en ligne français. Le modèle a introduit une couche marketplace à la fin, en 2007, et puis s'est appuyé sur une technologie Miracle en 2014. Donc, c'était un des pionniers aussi, je crois, à utiliser Miracle. Euh, Aujourd'hui, donc, Rue du Commerce, c'est la propriété de Shop Invest. Donc, ce que j'aimerais, Guillaume, c'est que tu puisses repartager avec nos auditeurs la proposition de valeur de Rue du Commerce et puis donner quelques mots sur son positionnement. Bien sûr. En fait, Rue du Commerce, c'est l'expert de la maison du futur, la suite Smart Home. On permet à chacun de s'équiper sereinement, durablement, en technologie et se décorer en quelques clics. Je reviendrai un petit peu sur les univers dans lesquels on opère, mais avant tout, il est probablement important de rappeler qui nous sommes, car les choses ont beaucoup changé en fait depuis quelques mois. Rue du Commerce, tu l'as dit, est donc sorti du groupe Carrefour en mai 2020. Donc il y a un tout petit peu plus d'un an, et a repris son indépendance. Là où auparavant, c'était un site généraliste qui avait vocation à vendre de tout, on a énormément travaillé sur la proposition de valeur pour revenir aux catégories de produits qui ont fait le succès de Rue du Commerce dans le passé. C'est une marque qui est aimée par les Français, qui bénéficie d'une grande notoriété, et on renoue avec ce positionnement en redevenant un e-commerçant spécialiste. Donc, on est présent sur l'informatique, donc c'est les ordinateurs, les composants, les périphériques et les accessoires. La high-tech, donc c'est téléphonie, objets connectés, mobilité urbaine, qui marche très fort en ce moment, petit électroménager et TV. Et en fait, on complète cette offre directe par une marketplace sur l'offre pour compléter la maison qui opère sur gros électroménagers, maison, jardin et bricolage. Voilà. D'accord. Donc, effectivement, il y a une logique de. Parce qu'on a effectivement des marketplaces qui sont très, très généralistes, qui ont un catalogue d'offres très large. Donc là, vous êtes effectivement recentré aussi sur votre offre d'origine. Donc, tu disais, il y a de l'offre propre et puis des vendeurs tiers. Donc, quelle est aujourd'hui un peu la part réciproque, enfin la part de la marketplace dans le volume d'affaires sur du commerce? Alors, l'activité rue du Commerce, pour nous, comme c'est une magnifique opportunité pour compléter notre offre par rapport à ce qu'on achète directement à nos fournisseurs, c'est une part très importante des volumes. Mais en fait, on regarde peu le ratio, je ne te cacherai pas, entre vente directe et marketplace, parce que ce qui compte, c'est d'avoir le bon prix, le bon délai pour le client. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'un produit, il va osciller entre une option d'achat par défaut par Rue du Commerce à, par défaut, un vendeur tiers ou un marchand parce qu'il est mieux positionné en prix. Moi, c'est tant mieux pour le client si c'est un vendeur tiers qui le vend moins cher. Et puis, ça me permet aussi d'avoir un bon rappel à mes équipes qu'il faut encore qu'on travaille plus avec les marques pour qu'on offre un meilleur service et qu'on soit donc plus pertinent pour le client. Tu sais, Rue du Commerce, c'est une aventure entrepreneuriale. On est un site à taille humaine, on a une centaine de collaborateurs passionnés de produits high-tech.
que ça soit sur la marketplace ou le direct. Et donc, que le meilleur gagne, si je peux dire ça comme ça. Alors moi, j'avais eu la perception, mais peut-être que je me trompe, qu'à Mhm. une époque, alors avant que ce soit repris par Shop Invest, mais Rue du Commerce avait un peu abandonné son offre propre. C'est vrai? Alors, c'est une perception, Ouais. mais effectivement, les cartes étaient un petit peu brouillées autant de Carrefour dans le sens où effectivement, ils sont partis sur un site très large et c'est pour ça que nous, on a vraiment voulu revenir avec une lisibilité très claire de voilà, avoir une offre propre sur les catégories informatique, high-tech dont je t'ai parlé et compléter avec une marketplace à la fois sur ces catégories-là et sur le reste de la maison. Donc, comment vous faites aujourd'hui? Comment vous décidez de créer des nouvelles catégories dans le catalogue? Est-ce que c'est quelque chose qui est finalement, pour l'instant, assez figé? Parce que, comme tu le dis, là, en termes de stratégie, vous recentrez sur finalement un périmètre enfin, voilà, très cohérent et limité. Comment vous ajoutez des nouvelles catégories? Vous décidez de… Alors, on regarde effectivement si ces catégories sont pertinentes. Je vais donner un exemple très simple. Parce que j'ai dit qu'effectivement, rue du commerce, on reprenait un petit peu les catégories qui ont fait succès dans le passé, mais les objets connectés ou la mobilité urbaine sont des choses qui n'existaient pas à l'époque, Non, non, tout à fait. voilà, et qui aujourd'hui ont un vrai intérêt consommateur. Donc, sont des choses sur lesquelles effectivement on s'ouvre. Donc, c'est par rapport à l'opportunité business et la cohérence vis-à-vis de notre positionnement. Il ne faut pas se perdre et en même temps, il faut avoir une visibilité très claire. Voilà. D'accord. Donc, c'est clair. Alors, Après, pour peut-être aller un petit peu plus loin, sur la partie catalogue. Bon, déjà, rue du commerce, on a une chance incroyable. Hein. Tu l'as dit, hein, on a lancé la marketplace en 2007. Donc, comme tu es pionnier, on a une expertise catalogue de plus de 20 ans. Donc, ce catalogue, il est très riche, il a un niveau de finesse qui est extrêmement important. Et justement, nous, étant donné qu'on a un positionnement de spécialiste, il faut qu'on travaille un catalogue de grande qualité. Et en fait, c'est là où c'est la grande difficulté et notre force aujourd'hui. Je vais donner un exemple très concret. oui. Un processeur d'ordinateur, aujourd'hui, il est compatible avec certaines cartes mères parce qu'elles ont un socket en commun. Ce sont des détails de la fiche qui sont extrêmement compliqués à obtenir. Et donc, c'est là où on a une force assez importante. Donc, on attache une grande importance à notre catalogue. On utilise aujourd'hui, grâce aux dernières technologies de regroupement d'informations catalogue que nous fournissent les marchands, qu'on peut trouver nous auprès de nos marques, qu'on peut avoir nous par ailleurs. On construit un agrégat de fiches produits qui nous permet d'avoir la qualité la plus optimale. Plus récemment, on a même lancé et utilisé des leviers d'intelligence artificielle pour optimiser notre catalogue et valider que les informations qui sont dans les millions de produits qu'on peut avoir sont effectivement pertinentes. Donc, lancer une nouvelle catégorie, ça se fait vraiment sur la base d'une expertise et d'un afflux de données variés et complets de différentes sources. D'accord, ça c'est un point important parce que, bon, Mm-hmm. je l'expliquais aussi, les auditeurs là, du podcast, ils sont là pour avoir des bonnes pratiques. Et donc, dans ce que tu dis, Oui. effectivement, le fait de pouvoir à un moment apporter de la valeur en se positionnant comme un spécialiste, ça passe aussi par effectivement la richesse et la pertinence des attributs de la fiche produit. Donc, après, ce que tu expliques, c'est qu'il y a effectivement des outils proposés par les marchands, les marques ou des outils tiers qui permettent d'intelligence artificielle, notamment, de partager ces attributs avec les acheteurs. Alors, donc, très intéressant. Alors, il y a une offre propre, il y a des vendeurs tiers, il y a un sujet, vous avez beaucoup d'expérience en termes de marketplace, mais il y a un sujet qui est toujours difficile et compliqué, c'est savoir, effectivement, il faut les cibler, puis il faut les onboarder. Alors là-dessus, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la manière dont vous sélectionnez justement ces vendeurs tiers, et puis ensuite la manière dont vous les onboardez? Déjà, commençons peut-être par savoir pourquoi ils viendraient chez nous. Oui, voilà, évidemment. Et peut-être que c'est un des sujets importants. Bien sûr. Et nous, on a une grande expérience, donc au moins on va te dire notre approche du sujet. Nous, on souhaite qu'ils développent leur business avec une grande facilité de travail avec nos experts. Et la facilité de travail, c'est important. En fait, tu sais, un marchand, quand on est marchand, c'est compliqué. Il y a énormément de marketplaces. Chaque marketplace va avoir ses propres process, va avoir ses propres contraintes, va avoir ses propres outils. Donc, c'est vite beaucoup, beaucoup de travail. Une marketplace en plus, c'est beaucoup de travail pour un marchand en réalité. Et chacune a un petit peu ses spécificités. Donc, c'est très important quand on a une marketplace d'insister
au maximum sur faciliter la vie des marchands. Donc, je vais donner quelques exemples qui, je pense, sont pertinents. Premièrement, on s'est équipé effectivement des dernières plateformes de gestion marketplace. Ça veut dire que c'est extrêmement simple de gérer les commandes, les produits, les offres, et d'avoir quelque chose qui est très stable, fonctionne et soit absolument sans bug. La deuxième partie, c'est effectivement nous, c'est notre capacité d'avoir un catalogue très, très large, ce qui fait qu'un marchand peut en réalité se lancer en quelques heures parce que il y a de grandes chances que les produits qu'il souhaite vendre, on les a déjà en catalogue. Il a juste à mettre une offre et un prix. Donc, ce qui permet de se lancer très rapidement. On est aussi très souple dans l'évolution du catalogue, comme par exemple la création de nouvelles marques, la création de nouveaux attributs. On en garde la propriété, c'est-à-dire que c'est nous qui faisons les ajouts, mais on est très souple par rapport à ce que les marchands peuvent nous soumettre. L'autre chose, on est aussi une PME. Et tu sais, une PME, eh bien, à l'autre bout du fil, il y a une personne physique qui parle. Et je pense qu'il y a pas mal de marketplaces qui sont partis sur des modèles, des call centers à l'étranger, des plateformes qui limitent au maximum le contact avec l'opérateur de marketplace. Bon, on est un petit peu à l'opposé de ça, dans le sens où la relation humaine est prioritaire chez Rue du Commerce, fait partie intégrante de nos valeurs. On met les équipes et depuis toujours, on est en contact avec nos marchands. Et ça va même plus loin que ça. On a une vraie souplesse dans l'animation commerciale. On associe systématiquement nos marchands à nos temps forts. Et à l'inverse, on leur ouvre même notre site et la visibilité quand ils ont des offres et des opérations intéressantes. Et c'est de la vraie co-construction. Et pour terminer, on accompagne vraiment nos marchands dans les bons moments, mais aussi dans les difficultés. Un marchand qui a des problèmes avec certains produits ou il se retrouve en surstock, ça nous arrive régulièrement de cofinancer des opérations avec eux, des opérations commerciales, pour justement booster leur vente. Leur succès, c'est le nôtre. Donc ensuite, sur le process d'onboarding de marque, en réalité, ce process, il est très simple. Ça commence évidemment par une discussion de pertinence de l'offre des produits qui sont vendus par le marchand avec la nôtre. Mais si on estime qu'effectivement, il opère dans les bonnes catégories, on doit récupérer quelques documents légaux. On va parler un petit peu de KYC, Know Your Customer. Donc, effectivement, ça doit se faire. Maintenant, on utilise des solutions marché qui savent régler ce genre de sujet tout en ligne en moins de 24 heures. Donc, finalement, ça se fait très vite. Assez rapidement, on passe à l'étape de mise en ligne des offres et du catalogue. Comme on a un catalogue déjà très riche, un marchand, en fait, entre quelques heures et quelques jours, il sait parfaitement s'intégrer, faire des ventes chez nous, et on peut ensuite compléter ses offres existantes avec les nouveaux produits manquants, s'il y en a certains, pour finalement avoir son catalogue en entier de manière assez simple. Donc, et je te donc du coup, j'ai noté aussi votre positionnement par rapport à d'autres marketplaces. Il y a une dimension, comme tu insistes, aussi PME, humaine. Donc, il va avoir un account manager à qui il va pouvoir parler, quoi, qui ne sera pas simplement un bot. Absolument. Voilà. C'est primordial. C'est primordial. Avec qui il va pouvoir développer du business. Et il y aura aussi dans les premiers temps un guide vendeur qui lui expliquera comment justement va créer ses produits, créer ses offres. Absolument. On appelle ça même un processus d'incubation chez nous, où effectivement, au départ, il faut réussir à l'onboarder sur la plateforme. C'est un nouveau site, donc c'est une nouvelle arborescence produit. Donc, il peut avoir besoin d'aide sur ses lancements. Et donc, on a ce process d'incubation. Nous, aujourd'hui, un business développeur, il est responsable à la fois de la signature du marchand, bien évidemment, mais de l'accompagnement jusqu'à les premières ventes. Donc, c'est important, effectivement, de leur tenir la main, d'avoir un account manager et de pouvoir se développer sur la marketplace avec une personne qui aide. D'accord. Donc, ça veut dire que vous êtes aussi dans la recherche de solutions avec vos vendeurs. Imaginons, je sais qu'il y a des marketplaces, quand certains vendeurs, par exemple, refusent des commandes ou les valident pas, etc., en fait, ils les sortent. Vous allez plutôt les appeler, essayer de trouver des solutions avec eux. C'est ça, en fait. Alors là, tu vas voir de la qualité. Alors, premièrement, la qualité, c'est la perception client. Ouais. Une commande en retard, ça impacte l'image de Rue du Commerce presque plus que celle du marchand. Donc, c'est primordial. Et nous, on opère une surveillance très fine, en fait. Donc, on a une approche graduée qui est basée sur l'accompagnement et la pédagogie, bien évidemment, avant la sanction. C'est clair qu'on ne va pas suspendre un compte d'un marchand sans avoir pu faire le point avant sur les raisons sous-jacentes qui ont pu gérer ça. Mais effectivement, il faut qu'on maintienne des standards. J'ai une petite exception à cela quand même. Il existe certaines choses qui ne sont pas négociables. Je vais donner un exemple très simple, la contrefaçon.
c'est un fléau à éradiquer. Même dans la tech, on le voit, hein, par exemple, des AirPods qui sont des faux AirPods, on en voit. Voilà. Un marchand qui a une offre confirmée comme contrefaçon, c'est très simple, il verra l'entièreté de son catalogue et de son compte suspendu immédiatement. Il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas négocier, et sur des vraies problématiques de qualité où on doit accompagner, et justement, on travaille avec nos marchands pour s'améliorer. Bon, mais c'est important, effectivement, ce que tu dis, puisque les indicateurs, ces indicateurs-là, ils desservent surtout, finalement, l'image de la marque rue du commerce plus que l'image du marchand. Absolument. Donc, c'est effectivement important. Donc, ça, c'est les vendeurs. Du coup, pour les acheteurs aujourd'hui, c'est quoi un peu le profil des acheteurs? Alors, c'est toujours difficile à dire, mais sur rue du commerce. En réalité, c'est exactement les mêmes acheteurs que le retail classique. Encore une fois, hein, comme je le disais plus tôt, comme on a une logique de concurrence saine entre la marketplace et la vente directe, si un produit est moins cher en marketplace, le client bénéficiera du meilleur prix. C'est vraiment des acheteurs qui sont similaires. Maintenant, comme on est spécialiste et présent dans certaines catégories, on est aussi assez fort dans certaines communautés. Je vais te donner un exemple. L'informatique, les gamers, c'est une vraie communauté qui est une clientèle privilégiée pour nous. On a le catalogue des dernières innovations. Alors voilà, ça va être les cartes graphiques, des processeurs en ce moment qui sont un peu les grands sujets du moment. Tu vois, par exemple, on soutient une équipe d'e-sport qui s'appelle MCES. Et qui fait que on peut aussi prendre la parole sur des communautés en fonction effectivement des profils clients. Donc, si tu veux, quand on est spécialiste, on prend la parole auprès de ces différents clients. Et après, c'est sur le site comment on engage ses clients. Oui, c'est ce que tu disais effectivement tout à l'heure sur les attributs du catalogue. Et c'est vrai que, pour donner aussi un exemple, dans mon entourage, moi j'ai un neveu qui justement a acheté un gros gamer. Il a acheté son ordinateur sur rue du commerce parce qu'effectivement, toutes les informations qui lui étaient données étaient très précises et puis répondaient totalement à ce qu'il recherchait, quoi. Voilà. Tu vois, c'est un exemple, c'est intéressant, ça reboucle avec absolument. Ce que tu disais. Mais je sais qu'on avait parlé un petit peu avant de comment se passe le parcours d'achat. Et c'est assez intéressant. Quand on est un spécialiste, on voit en fait des chemins d'achat, des parcours d'achat assez variés. Un site généraliste qui vend tout, en fait, le parcours d'achat, il est très polarisé. C'est la barre de recherche. 90% du parcours d'achat, c'est je cherche dans la barre de recherche, je trouve les résultats et j'y vais. Quand on est sur des spécialistes comme nous, en fait, les clients naviguent en fonction des univers. Voilà, je suis dans l'informatique, j'ai besoin de chercher quelques composants. Je cherche un objet connecté qui est lié à mon assistant Alexa que je peux avoir, savoir s'il est compatible. Et c'est là où c'est très important d'avoir un catalogue qui soit très précis, parce que les clients vont aller utiliser les rayons, vont aller se balader au travers des pages, vont avoir certaines listes de résultats et vont beaucoup utiliser les filtres, ce qu'on appelle les facettes, qui sont généralement, tu sais, sur la gauche du site, qui permettent de filtrer les résultats sur certaines composantes. Et c'est là, en fait, on en revient au point catalogue, hein, qui est vraiment parce que les parcours d'achat sont totalement variés, il faut avoir un catalogue d'une grande qualité pour être capable d'accompagner le client. Nous, on est extrêmement fiers de pouvoir proposer des filtres vraiment fins et qui permettent de trouver rapidement le produit. D'accord. Donc, dans le parcours d'achat, donc la part du search, finalement, chez vous, assez faible, quoi. Donc, c'est surtout de la navigation. C'est un petit peu de tout. Un petit peu de search, un petit peu de navigation, un petit peu d'entrée par les pages de promotion. Voilà, tout ça est un petit peu réparti. Et c'est justement la difficulté de savoir gérer ces différents parcours d'achat. Mais c'est quand même des acheteurs qui savent ce qu'ils veulent acheter, quoi. Ils ont quand même un niveau aussi précis, tu vois, de ce qu'ils veulent acheter quand ils viennent sur votre site, quoi. Oui, absolument. D'où l'importance de bien effectivement réexpliquer notre positionnement spécialiste et les catégories sur lesquelles on se focalise pour avoir une offre qui est claire et limpide. Et je pense que effectivement les auditeurs de ton podcast auront aussi cette contrainte ou cet aspect à gérer qui est avoir une offre claire et limpide.
D'accord. Alors, sur autre élément qui est Mhm. un sujet de pain point, et tout à l'heure, on parlait aussi des sujets qui peuvent dégrader l'image de la marque, c'est le SAV, etc. Donc, quand on est sur des sujets, tu le sais, où il y a de l'offre propre, du marketplace, finalement, l'acheteur, lui, ce qu'il voit, c'est qu'il achète sur une plateforme un produit, donc peu importe que ce soit le vendeur alpha ou le vendeur bêta. Donc, comment Mhm. vous traitez ces sujets de gestion des litiges ou tout ce qui est après-vente Très clair. vis-à-vis, voilà, des vendeurs. La version simple, c'est qu'on n'abandonne pas nos clients. Le client reviendra sur Rue du Commerce parce qu'il se sent soutenu et aidé dans ses démarches, et notamment les moments où ça se passe pas bien. C'est très simple. Ouais. Donc, quel que soit, et encore une fois, on a parlé d'image, s'il y a un problème avec le marchand, c'est Rue du Commerce et c'est l'image de Rue du Commerce qui est impactée. Donc nous, on a lourdement investi, notamment depuis un an, depuis justement qu'on a repris notre indépendance, sur la qualité du suivi. On fait l'intermédiaire entre le marchand et le consommateur. Quoi qu'il arrive, le client peut nous contacter. On est toujours présent sur les canaux, le chat, les mails, les réseaux sociaux. Maintenant, les clients nous interpellent de tout un tas de manières. C'est primordial de garder ça. Mais je vais même aller plus loin, parce que je pense que par exemple, il faut savoir assurer le SAV et assurer l'offre dès le départ. Et tu vois, aujourd'hui, on est le 1er juillet. Ouais. Et le 1er juillet marque un grand tournant dans les marketplaces, dans le sens où aujourd'hui, on commence à collecter la TVA en lieu et place des marchands étrangers. Ouais. Et ça, on considère que c'est une grande étape qui vise à plus de justesse de la concurrence. Et on est très fiers de pouvoir assurer qu'il n'existe aucune exception à la règle. On est prêt, on a démarré, on a fait la bascule à minuit cette nuit. Probablement qu'on verra sur l'intégralité des marketplaces des prix bouger parce que certains marchands éthiques peut-être utiliser le système. Nous, on est très fiers de pouvoir enfin avoir un vrai outil pour pouvoir réguler la marketplace. Donc, on est prêt, on a une concurrence plus saine. Et c'est aussi ça, réduire des soucis que tu peux avoir en SAV derrière. D'accord. Oui, mais c'est très intéressant. Vous n'avez pas aujourd'hui, je pense à des marketplaces, par exemple, comme La Redoute, qui ont développé des offres pro. Est-ce que vous avez développé, vous, des offres pro ou c'est quelque chose que vous avez dans votre roadmap ou pas? Alors, on a une offre pro au sens large du terme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une offre qui est très pertinente pour des clients particuliers, notamment dans les catégories high-tech, c'est des produits qui sont à la pointe de la technologie, et on est très régulièrement sollicité par des professionnels parce qu'ils ont aussi envie ou besoin d'avoir accès à ces produits de techno. Donc, en réalité, on a toute une offre pro qui est à la fois sur la partie retail et sur la partie marketplace. On a une offre particulière pour eux parce que ils ont des exigences qui sont particulières en termes de qualité, en termes de quantité, de délai de livraison, de délai de paiement. Donc, effectivement, on a tout ça qui, effectivement, est intégré. Donc on le gère, mais de manière exhaustive sur toute la gamme retail ou marketplace. D'accord. Alors, justement, c'est une bonne transition vers effectivement les sujets de transactions et de paiement, parce que tu parlais des pros, effectivement, les pratiques de paiement des pros, c'est effectivement, tu payes pas à la commande, tu payes à terme. Vous avez mis en place, j'ai vu notamment aussi du paiement fractionné. Est-ce que c'est des éléments qui ont apporté de la valeur pour les clients? Absolument. En fait, on propose un éventail assez large de solutions de paiement afin que chacun puisse retrouver dans ce qui l'arrange, tout simplement. Que ce soit un paiement immédiat, par virement, par carte bancaire. Je donne un exemple très simple, mais des gamers plus jeunes n'ont pas forcément une carte bancaire. Non. Donc, virement peuvent le contenir. D'autres peuvent avoir besoin de 4 fois sans frais. Alors, on a certaines solutions, on a 5, 10, 20 mois aussi. En fait, on opère sur des catégories qui finalement ont des produits de valeur très importante. On a des paniers moyens largement supérieurs à d'autres commerçants parce qu'on vend des produits plutôt chers. Quand on achète un ordinateur à 1 500 euros, faut se poser la question de savoir comment on va le financer. On regarde beaucoup d'innovations aussi dans ce domaine. On a lancé cette semaine la location longue durée. Donc, c'est non pas la capacité, effectivement, de se dire j'achète tout de suite ou fractionner, mais je vais louer. Donc je suis capable, moyennant un loyer qui est effectivement modéré, de pouvoir bénéficier des dernières technologies et même pouvoir changer de produit avant la fin de cette location, après 12 mois. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment dans le paiement et qui sont importantes. Bon, je crois que le message principal pour nous, c'est ayons les moyens de proposer des solutions pour que le client trouve son compte et trouve le modèle qui lui convient.
Oui, tout à fait, bien sûr. Non, mais c'est des Voilà. leviers qui sont Mhm. intéressants. Après, il y a des enjeux de mise en œuvre parce que, effectivement, les sujets de paiement, c'est des sujets à réglementer, c'est des sujets qui sont souvent, quand même, d'un point de vue process, assez complexes. Mais Absolument. c'est effectivement très intéressant. On se reparlera, Guillaume, dans quelques mois, parce que moi, j'aime bien refaire un point 6 mois après avoir fait la première interview. Il Avec y a plaisir. beaucoup de choses très intéressantes à dire. Un peu en conclusion de ce podcast, enfin, il y a un sujet qui intéresse tout le monde. Alors, ça peut, faut se méfier aussi des sujets à la mode, parce que c'est le sujet de l'économie du reconditionné, de la seconde vie. J'ai vu que Mhm. vous aviez, vous, une offre seconde vie sur du commerce. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Absolument. Effectivement, on en porte une grande attention là-dessus. Notre approche, c'est d'être présent avant, pendant et après l'achat. Alors, il y a des choses simples, hein. Évidemment que les retours clients sont reconditionnés pour être remis en vente. C'est presque la base aujourd'hui, en fait. C'est presque quelque chose qu'il faut faire. C'est le minimum, mais on va beaucoup plus loin. Tu le sais peut-être, mais nous, on offre la possibilité à nos clients de retourner leurs produits usagés contre un bon d'achat. Ils vont récupérer une valeur résiduelle tout simplement, nous, on s'occupera de faire soit le recyclage, soit la remise en vente s'il a une valeur résiduelle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on offre à nos clients, qu'ils aient acheté il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. D'accord. On peut reprendre tous ces produits-là pour effectivement s'occuper de leur seconde vie. Et s'ils peuvent en avoir une, on lui donnera. On n'a pas parlé, mais on a un service qui est très intéressant aussi, qui s'appelle le pack reprise, qui est le client peut retourner ses produits 12 mois après l'achat. Donc, D'accord. s'il change d'avis, il peut retourner 12 mois après l'achat. Nous, on va lui rembourser 80% de sa valeur dans les premiers 12 mois, quoi qu'il D'accord. arrive. Et on s'occupera après de reconditionner et remettre en vente ce produit-là. Donc, c'est extrêmement important, en fait, d'avoir une vision aujourd'hui, cycle de vie du produit. Et c'est pour ça que je décris ces éléments-là, parce que euh, on a vraiment besoin d'être présent à la fois avant, mais aussi après sur qu'est-ce qui se passe une fois que le client a acheté. Est-ce qu'il peut réparer, est-ce qu'il peut retourner, est-ce qu'on sait recycler les produits. D'accord. C'est Alors, pour ça ça veut qu'on dire a différentes offres sur ce sujet-là. que, Elles sont très importantes. Ça marche aussi sur la marketplace, hein. ouais, bien Donc sûr. c'est voilà. Il faut voir que Euh, là-dessus, vous devez vous appuyer sur un réseau de partenaires pour justement faire ce reconditionnement. Comment... Absolument. D'accord. Absolument, on s'appuie sur un réseau de partenaires qui nous permettent de s'occuper des différents produits. La difficulté étant effectivement que, en fonction des produits, le reconditionnement n'est pas forcément le même. Voilà, un téléphone, tu sais qu'il faut effacer les données qui sont Mmh. dessus, il faut le remettre en état de temps en temps, les petites réparations. Donc, il y a effectivement les partenaires qui sont spécialisés là-dedans. Mais si tu veux, nous aujourd'hui, après 1 an et demi, par exemple, du pack reprise qu'on a lancé, on sait qu'on a parfaitement la capacité de bien remettre en vente ces produits et de les réinjecter dans le système. Donc, ils ont bien une deuxième vie. Et enfin, pour terminer sur cet aspect de seconde vie, on a de nombreux marchands en fait qui sont spécialisés dans le reconditionné. Donc, il y a pas mal de noms qu'on peut Ouais. citer aujourd'hui qui font du reconditionné Mmh. et qui en réalité sont marchands chez nous. On D'accord. leur offre la possibilité aussi en marketplace à la fois de mettre des offres en neuf, mais aussi en reconditionné, occasion. Donc, on participe aussi à cette capacité des consommateurs de retrouver des produits un petit peu moins chers, mais très bien reconditionnés dans certains états. Alors, il y a les grades, il y a tout ça est très bien expliqué sur le site, Ouais. qui permet effectivement à la fois au consommateur d'y trouver son compte et nous d'assurer une seconde vie au produit. Très bien. Mais ça, c'est effectivement très intéressant parce que là, bon, il y a un boom du reconditionné. L'un des enjeux du reconditionné, ça va être aussi de pouvoir, effectivement, pour les gens qui veulent vendre du reconditionné, sourcer ces produits, pouvoir aussi les mettre Exactement. dans un circuit de contrôle qualité. Et puis aussi, mais ça, c'est encore un autre sujet, pouvoir avoir les pièces détachées associées. Donc, il y a même aujourd'hui des marketplaces de pièces détachées qui se créent en B2B. Voilà, c'est assez intéressant, mais j'aime bien effectivement l'approche du cycle de vie global du produit, quoi. C'est une vraie approche économie circulaire. Merci beaucoup, Guillaume, pour ton enthousiasme, d'avoir partagé la passion autour de cette belle marque rue du commerce qui effectivement parle, je pense, à beaucoup de nos auditeurs. Et puis, on se reparlera à la fin de l'année pour voir comment ces différents chantiers ont avancé. Voilà. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Alexandre.
Merci Guillaume. Donc du coup, vous retrouvez bien sûr cet épisode sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify et puis sur SoundCloud et aussi sur le site marjorie.co avec un résumé de ce que nous a expliqué Guillaume aujourd'hui. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.